Ça va. De retour sur le plateau d'On ne plaisante pas avec l'info. Merci de nous suivre sur LCI. Plus que 48 heures avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump envers Vladimir Poutine, Steve Witkoff est en Russie pour tenter d'obtenir des gages de la part du Kremlin. Est-ce que le président russe va plier sous la pression? Quels sont les scénarios en cas d'échec? On voit cela tout de suite avec nos invités. Bonjour Vera Grandseva. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous. Bonjour Cyril Gélibert. Gélibter, pardon. Bonjour. Vous êtes spécialiste du renseignement. Merci d'être avec nous. Et enfin, Claire Cambier, journaliste du service international. Bonjour Claire. TF1 LCI. 48 heures, donc je le disais, c'est le temps qu'il reste à Vladimir Poutine pour mettre fin à son offensive en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions de la part des États-Unis. Le président russe va-t-il céder sous la pression de cet ultimatum lancé par Donald Trump? En tout cas, une chose est certaine, ce que veut le président des États-Unis, c'est la paix. On l'écoute. C'est la guerre de Biden et nous travaillons très dur pour nous en sortir. J'ai mis fin à 5 guerres au cours des 5 derniers mois et j'aimerais que celle-ci soit la 6e, franchement. Et cela n'inclut même pas l'Iran. Nous sommes en train de détruire leur programme nucléaire car ils auraient eu des armes nucléaires dans 2 mois. Mais nous avons mis fin à beaucoup de guerres. Il suffit de regarder celles des 2 ou 3 derniers mois. Ce fut incroyable. C'est celle que j'essaie d'arrêter. C'est celle sur laquelle nous travaillons le plus dur. Les autres, je les ai arrêtées en quelques jours. Cyril Gélibter, à quoi joue Donald Trump? Trump veut peser, mais entre nous, il a certaines cartes, mais il ne les a pas tous. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous voulez négocier, vous ne balancez pas vos atouts sur la table avant même d'avoir commencé les négociations. Or, c'est ce qu'a fait Trump tout de suite en disant non, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, etc., etc. Ou en montrant à quel point il admire Poutine et que Zelensky, il le méprise. Et nous l'avions vu d'ailleurs lors de la rencontre entre Trump et Zelensky. Sous-entendu, Zelensky, dehors, je règle le problème avec Poutine et je suis prêt à faire des concessions avec Poutine. Vous vous retrouvez en position de faiblesse lors d'une négociation quand vous faites ça. Vous n'abattez jamais vos cartes à l'avance, vous les abattez petit à petit lors de la négociation. Et encore, vous évitez de montrer votre jeu à votre adversaire. Même question, Vera Grandseva, à quoi joue Donald Trump? Est-ce que vous rejoignez l'analyse de Cyril Gélibter? Bon, il y a toute une histoire qui est derrière le 8 août. Donc aujourd'hui, on se rappelle que Trump a commencé par une stratégie qui visait à convaincre Poutine de trouver une solution en Ukraine. Et par cette solution, il voulait aussi quand même s'approcher aussi au prix Nobel de la paix. Il faut toujours se rappeler que c'était ça son objectif. Depuis 6 mois, Trump a très bien vu que c'était pas possible, que Poutine n'allait pas chercher un compromis. Il voulait juste utiliser les négociations pour aboutir à ses objectifs en Ukraine. Et bien sûr que ce scénario ne satisfaisait pas Trump, parce que Trump, dans ce scénario, n'apparaissait pas comme un faiseur de paix, comme celui qui a apporté vraiment la solution qui était plus ou moins un compromis en Ukraine. Donc depuis un certain temps, depuis peut-être déjà 2 mois, Trump cherchait, à mon avis, une porte de sortie pour ne pas perdre face, mais aussi montrer que oui, il a fait tout ce qu'il a pu. Maintenant, Poutine ne cède pas. Donc, qui est la faute de l'échec de ces négociations? C'est pas celle de Trump, c'est celle de Poutine. C'est pourquoi il impose progressivement différents ultimatums. Il fait la pression, mais il est bien évident que c'est très peu probable que Poutine accepte cet ultimatum, parce que ça la met aussi dans la position de faiblesse. Il doit céder au président américain, tandis que lui, il veut paraître toujours à l'égalité avec les présidents américains. Mais même s'il faut rien exclure, à mon avis, Poutine peut un peu jouer autour de mots pour essayer de gagner un peu de temps et ne pas perdre Trump. Parce que quand même, Trump, pour lui, c'est un bon allié qui peut l'aider, comme il l'imagine, dans le futur proche. Donc, à mon avis, c'est ça un peu le jeu qui se passe autour de cet ultimatum. C'est Trump qui cherche la porte de sortie, finalement, de cette histoire qui est assez humiliante pour lui. Il a échoué. Il n'a pas pu ramener les parties autour de table et trouver un compromis. C'est évident. Mais il ne veut pas que la faute tombe sur lui et il veut mettre cette faute sur le dos de Poutine. Oui, je vous écoute, Cyril. Deux petites choses pour compléter ce que faisait remarquer justement Vera. Primo, Witkoff, donc, qui est arrivé à Moscou, qui l'a accueilli Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe,
Pas Poutine en personne. Donc, une nouvelle fois, Poutine envoie le subordonné. Secondo, j'ai remarqué que les Russes... On voit l'image, justement. Oui, il se baladait, effectivement. Deuxième chose, je remarque que les Russes aiment bien faire courir Trump. Vous vous souvenez que Trump voulait construire sa Trump Tower à Moscou. Il ne l'a jamais eu. Donc, en fait, il joue un peu sur son narcissisme, sur sa volonté de réussir quelque chose. Et j'ai l'impression que peut-être que ce sera pareil lors des négociations entre Witkoff et Poutine, puisque théoriquement, je dis théoriquement, ils doivent se rencontrer. Ils vont jouer sur le narcissisme de Trump pour obtenir le maximum sans forcément lui donner en retour. Parce que la Trump Tower, elle n'a jamais été construite à Moscou. On sait que ces négociations vont être compliquées, puisque Steve Witkoff, c'est pas la première fois qu'il va en Russie, ce sera sa 4e visite. Ouais. Il s'y est notamment rendu le 11 avril dernier. Le 25 aussi. Et à cette époque, il avait un petit peu... dit OK à tout ce que proposait la Russie, notamment la reconnaissance de juré de la Crimée par la Russie, l'annexion des 4 oblasts que réclame Poutine également, l'exclusion dans le futur de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Donc ces négociations, déjà, elles partent d'un mauvais pied, puisqu'on le sait, Steve Witkoff est plutôt du bord de la Russie et n'a pas trop pris en compte jusqu'à aujourd'hui les demandes de l'Ukraine. Alors, effectivement, comme Vera l'expliquait, il y a eu quand même un changement de discours pour Donald Trump. On a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il essaye de mettre un peu plus de pression, qu'il se montre un peu plus vindicatif. Et Steve Witkoff, c'est vraiment un fidèle de Donald Trump. Donc si le discours a changé, eh bien Steve Witkoff va aussi s'appliquer à suivre cette ligne. Que va-t-il obtenir ? Dans tous les cas, il y aura quelque chose normalement vendredi, puisque Trump ne peut pas perdre la face. Et on le sait bien, Poutine va devoir lâcher quelque chose. Maintenant, que va-t-il lâcher ? C'est Bloomberg qui a indiqué cela pourrait être un cessez-le-feu aérien. Voilà, on l'a vu, c'est déjà arrivé dans le passé, c'était en mars dernier, lorsque le président Zelensky avait dit « Ok, on va faire un cessez-le-feu de 30 jours », Vladimir Poutine avait répondu « Bon, on s'arrête à un cessez-le-feu seulement sur les infrastructures énergétiques » et il n'avait même pas été appliqué. Vera Grandseva, en fait, la stratégie menée par Donald Trump pourrait se retourner contre lui. Oui, à mon avis, tout au début, ça pouvait. Maintenant, il est un peu quand même dans la ligne de faire plus de pression sur Poutine, parce qu'il a commencé aussi avec la pression sur l'Ukraine. Effectivement, c'était plus facile, parce que l'Ukraine dépendait de l'aide américaine, même si ce n'était pas une dépendance totale, mais quand même, c'était une partie assez significative de l'aide à l'Ukraine, notamment sur tout ce qui concernait la défense de l'air, du ciel ukrainien. Après, il a vu que quand il a essayé de faire aussi de ramener Poutine à la table où étaient déjà les Ukrainiens qui étaient prêts à céder. Donc Trump a fait son chemin, il a fait sa partie de travail. Poutine n'a pas voulu du tout faire son partie de travail. Donc aujourd'hui, il est dans la logique de aussi faire la pression sur Poutine pour qu'il quand même il avance dans cette direction. Mais on voit que ça sera vraiment très, très, très difficile pour Poutine, parce qu'il sait cet auto-piégé. Il veut apparaître comme un homme fort, il veut paraître comme quelqu'un qui décide lui-même, qui mène une politique, comme il dit en Russie, indépendante. Donc céder sous la pression de Trump, ça ne va pas du tout être dans cette direction. Donc pour Trump, effectivement, ça va être très compliqué de le faire céder, même si Poutine, encore une fois, peut un peu manipuler, comme c'était aussi bien expliqué. Il peut jouer sur les mots, voilà, la défense, par exemple, effectivement, le cessez-le-feu dans l'air, imaginons. Mais d'ailleurs, quand même, Trump peut, à mon avis, céder à ça, parce que ça va aussi montrer qu'il y a quelques concessions de la part de Poutine. Donc, il y a aussi un peu de succès du côté de Trump. Donc, voilà, on va voir. À mon avis, ça va aussi nous montrer à quel point Poutine s'est radicalisé. Parce que s'il va définitivement fermer la porte avec les négociations avec Trump, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas du tout aller dans le sens de trouver un compromis ou un tout petit peu céder, même un tout petit peu. Mais après, s'il cède un tout petit peu quand même, on peut se dire qu'il y a une petite chance que la rationalité encore reste au Kremlin. Cyril Gélibter, 48 heures avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump envers Vladimir Poutine, on a l'impression qu'il n'y a aucun scénario qui se dégage, en fait, finalement. On ne sait pas trop ce qui va se passer d'ici vendredi. Je suis quand même un peu pessimiste. Déjà, quand vous voyez, par exemple, le ministre russe des Affaires étrangères qui déclare « les sanctions, on en a vu d'autres »,
sous-entendu, allez-y pour les sanctions, nous nous en moquons complètement, c'est pas bon signe. Oui, c'est vrai que je suis un peu sceptique, à moins que Poutine nous réserve une jolie surprise, mais ou bien qu'il lâche effectivement quelque chose d'un peu surprenant, une idée pour laquelle les Américains ne s'attendaient pas. Sur quelque chose, boum, voilà, on vous propose ceci. Ah, ok, c'est intéressant, nous ne nous y attendions pas. Mais pas vous ici jouer sur ça. Hein. Et ça fait gagner du temps. Il n'y a pas beaucoup de pistes qui sont évoquées. Il y a le Financial Times qui a indiqué ce pourrait être des sanctions sur la fameuse flotte fantôme russe. Ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changerait pas grand-chose. C'est en tout cas ce que tentent déjà de faire depuis pas mal de temps les Européens avec le succès que l'on connaît. Ça serait peut-être déjà une petite avancée, puisque on le sait, cette flotte, elle transporte et le pétrole russe et aussi l'armement. Oui, enfin, le problème, c'est qu'on ne peut pas les saisir. Donc, si jamais ils traversent par les eaux internationales pour aller, par exemple, en Afrique ou en Asie, vous ne pouvez pas les saisir. Je voudrais juste revenir aussi sur un petit point pour que nous comprenions bien. Pourquoi les sanctions contre la Russie n'ont pas fonctionné comme l'espéraient certains au début du conflit. Il faut revenir sur un document qui date déjà de 2017, c'était le décret russe Stratégie de sécurité économique. Il y était écrit noir sur blanc, quand vous preniez le document, instauration d'un monitoring de l'état de la sécurité économique avec critères, et vous comprenez à la lecture du document qu'il y a sans doute aussi un pilotage opérationnel, ce qui signifie que les Russes, quand vous leur mettez les sanctions, se disent d'office très bien comment on peut contourner, quelles voies on peut utiliser. C'est pour cela, je pense que cela n'a pas fonctionné comme prévu, à la grande surprise de nos responsables qui, eux, n'avaient pas vu venir le coup. Je pense que ça a joué. Et c'est pour ça que je pense, par exemple, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, disait il y a quelques jours, les sanctions, on en a vu d'autres. Parce que les Russes ont déjà ce pilotage un peu... On sait très bien en Russie, tout ce qui est sur le papier et la réalité, que c'est très différent. Donc se dire que tout ce qui est écrit dans le document russe, après, ça se réalise à 100% en réalité, on sait que ça ne pas comme ça. Donc on sait que l'économie russe a des problèmes.